Moi, Julien, bonsoir. On voulait parler de trois festivals, je ne sais pas comment les dénommer, Historique, historiques, oui. tout simplement historique. Euh, Festival, non, c'est parce qu'il n'y a pas que des festivals, mais c'est des manifestations qui ont vraiment changé complètement la situation de l'art au XXe siècle. Et par conséquent, ce qui se passe aujourd'hui, en 2022-2023, cette frontière-là, c'est énormément dû à ces trois manifestations. Même si ces trois manifestations sont encore restées assez discrètes, mais par capillarité, par discussion de bistrot, par différentes thèses, différentes rencontres, différentes chroniques, différentes discussions surtout, et conversations. Et puis, voilà, c'est dans l'histoire et ça a vraiment modifié le comportement des artistes. et je pense que Des artistes qui comptent, vraiment. c'est important aujourd'hui pour les nouvelles générations d'en discuter parce que c'est vrai Ouais, que, c'est très important parce que ouais, je veux dire, sinon on ne comprend pas, même sur des choses très populaires comme le rap, par exemple, ou le slam, je veux dire, si tu n'y a pas cette notion, tu sais pas d'où tu viens. Parce que c'est vrai que quoi qu'on en pense, ces jeunes gens fantastiques que moi j'apprécie beaucoup, ils viennent pas de ce qu'ils croient, ils viennent pas de la musique hip-hop, ils viennent de cette espèce de généralité et de génération qui voulait absolument mettre la liberté en avant. La seule chose qui a été le travail de ces artistes-là qui sont dans ces trois manifestations dont on va parler, c'est libérer totalement les gens pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Après, tu as tout le temps de faire ça avec des références hip-hop, des références de ce que tu voudras. Mais ça vient de là, je veux dire. alors le premier c'est Bon, le, dans l'ordre, je sais pas, mais enfin, ça se passe tous dans l'articulation de 68, hein, un peu évidemment. avant toujours. Comme tout ce qui se passe d'important, ça s'est passé là. Donc on est en 66, 67. Donc la première qui pour moi était absolument incroyable, ça s'appelle Destruction in Art Symposium, DIAS. Ça s'est passé à Londres, c'était à l'initiative d'un artiste qui s'appelle Gustav Medger, et qui voulait montrer que ce qui était important, c'est finalement la destruction dans l'art, et que c'était très bien de construire, c'était très bien de créer, mais qu'il fallait aussi réfléchir à la notion de destruction. Et c'est comme ça qu'on a été confronté aux travaux des Fluxus allemands, c'est-à-dire à des gens importants comme Wolf-Hostel, des actionnistes viennois, qui étaient des gens absolument inconnus à cette époque, qui sont devenus des types absolument incroyables, et qui ont fait un travail absolument remarquable, qui a continué pendant des années, et des années, comme Automule par exemple. Ça a été absolument incroyable. Et des types comme Robin Page, ça a été extraordinaire. Et nous, on était deux ou trois petits Français, donc Jean-Jacques Lebel et moi. Moi, j'étais un enfant quasiment, en 67, j'avais 25 ans. Et c'était absolument fascinant de voir des gens qui étaient déjà vieux pour moi, c'est-à-dire que j'avais entre 35 et 40 ans, de regarder, d'écouter ce que j'avais à dire par rapport à la destruction. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a d'autant plus intéressé que il s'est passé des trucs très drôles. Par exemple, moi, je venais de finir l'interview des éléphants du cirque Francky en 62. Et donc, quand j'ai été invité à cette destruction des symposiums, j'avais une idée sur comment détruire un texte en le froissant et puis en essayant de lire ce qui est écrit dans les déchirures. Ça s'appelle le chant de massacre ou le chant de massacre avec l'orthographe que tu désires. Et l'autre, c'était de refaire un interview des éléphants avec les éléphants du zoo de Londres. Et t'as pu y aller? Je suis allé au zoo de Londres. Je suis arrivé avec mon magnétophone, avec mon éléphant, et un éléphant qui était très très sympathique. Ils sont venus vers moi parce que les éléphants sont curieux. Et donc j'ai commencé à lancer, comme d'habitude, ma dithyrambe. Trompe, nouez-vous, éléphant, vos acérilaires, etc., etc. Et là, la police est arrivée et m'a embarqué avec une plainte de la Société protectrice des animaux anglaise qui disait que je faisais souffrir les bêtes. Je dis, attends, je pose des questions que j'espère pas trop bêtes à des bêtes parce que je les estime et que je trouve qu'elles sont intelligentes et que ce qu'elles ont à me dire est pour moi de la plus grande importance. Et vous dites, c'est moi qui martyrise les bêtes, mais vous êtes vraiment ridicule. Donc, finalement, les mecs m'ont lâché, mais pas convaincu. Et donc, je suis retourné en petit comité, sans annoncer ça à rien à personne, faire mon interview d'éléphant
au zoo de Londres. Voilà. Il y avait qui d'autre comme français? Tu parlais de Jean-Jacques Lebel, Oui, il y a Henri des Chopin. choses qui m'ont beaucoup intéressé. C'est Robin Page qui avait Errol Fortis. Alors, Robin Page faisait un petit trou, voilà, c'est ça. Il arrivait dans une cave où la terre était battue, il faisait un trou parfait, sur 30 cm, sur 20 cm, tout ça. Et il y avait un autre qui s'appelait Ralph Ortiz, ça c'était extraordinaire. Il arrivait au bord de la mer, comme ça, sur la plage. C'est une performance que j'ai revue avec plein d'autres auteurs qui ne savaient même pas que ça avait été fait par Ralph Ortiz. Et là, il prenait un fauteuil, du 18e ou 19e, enfin un fauteuil ancien comme ça, et il commençait à le casser, à le dépoitrailler, en enlevant les ressorts, en enlevant tout ce qu'il y avait dedans. Tu vois, c'est absolument d'une sauvagerie incroyable sur un pauvre fauteuil dont tout le monde n'a rien à foutre en fait. Mais ça prenait des proportions qui étaient considérables. C'est ça qui m'intéressait, c'est cette distance entre des trucs anodins qui prenaient d'un coup une valeur forte parce que le geste était fort. Et là, tu comprends que ce qui compte dans l'art contemporain, c'est pas tellement ce que tu fais, mais c'est le geste qui t'amène à faire ce que tu fais. C'est le process. On peut dire ça comme ça. Mais moi, j'aime bien le mot français. Ou italien. Ou le processus. Ça processus. C'est ça. Et donc, c'est ce Destruction in Art Symposium qui a duré, quoi, 2-3 jours? Une semaine à peu près. Une semaine. Effectivement, l'idée est venue plutôt des gens de Fluxus, c'est ça ou... Pas du tout, il n'y avait aucun Fluxus. D'accord. C'était pas du tout Fluxus, c'était 100% Gustav Meyer. Ok. Et les destructions des Viennois, c'est-à-dire, comme je te disais, Automul et toute la bande là. Et puis bon, Rostel qui n'est pas du tout venu en tant que Fluxus, il est venu en tant qu'artiste allemand prônant la destruction. Non, Fluxus, c'est un mouvement contemporain dont tout le monde parle, parce que c'est un mouvement qui est poussé par le capitalisme américain. Sinon, dans les mouvements contemporains à cette époque, ça n'a rien à voir. Je veux dire, la performance telle qu'elle est réellement, ou la poésie visible en Italie, tout ça, qui sont des mouvements absolument contemporains, sont 10 fois plus forts, mais ils n'ont pas derrière la spéculation et le capitalisme américain pour les défendre. Et la CIA. Entre autres. Et en plus, ce que tu vois, c'est à quel point l'homme le plus riche du monde maintenant, puisque c'est un Français, il défend aussi cet art américain, tu vois, qui est basé sur la spéculation. Alors, je ne sais pas si c'est Hano ou Pinot, parce que je les confonds tout le temps, mais comme il y a eu des confitures... Bernard Arnault. Voilà, donc Hano, il défend les mêmes. Donc ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, il y a des collectionneurs italiens qui s'en foutent de la spéculation et qui ont basé vraiment toute leur collection sur ces trois mouvements, c'est-à-dire la poésie visible, une partie de Fluxus intéressante, mais surtout la poésie visible et la performance. Des gens comme Beppo Mora, la quasi-totalité de sa collection à Naples est sur les destructeurs viennois. Après, tu peux avoir la Fondation Bernardelli, la Fondation Bonotto, les collections Pali. C'est extraordinaire à quel point les Italiens s'en foutent. Ils aiment. Ils pensent qu'un jour aussi, ça va avoir de la valeur. Ils ne sont pas à ce point philanthropes. Mais d'abord, ils font des collections par rapport à ce qu'ils aiment, ce qu'ils apprécient. Et c'est ce qui est, selon eux, et selon moi, dans l'histoire. Et donc, si on fait le lien avec l'Italie, il y avait le deuxième... L'Italie, alors, c'est des artistes absolument incroyables qui s'appellent Claudio Parmigiani, qui s'associent avec des copains, lui, italiens, qui sont quasiment mes frères, en l'occurrence Adriano Spatola. Et donc Claudio Parmigiani et Adriano Spatola commencent à rallier notre poète de Turin qui s'appelle Arrigo Ratotino, qui est tout ça, c'est ma bande de poésie visuelle, et de poésie visible, de poésie performance. Et donc ils tombent sur un maire de Fiumalbo, qui est un petit village, qui leur dit: je vous abandonne la ville pendant une semaine, faites ce que vous voulez. Peignez les murs, cassez les trucs, faites tout ce que vous voulez. Et donc pendant une semaine, Fiumalbo a été complètement abandonné, avec tous les guillemets que tu veux, abandonné aux poètes. Et ça a été des choses absolument incroyables. Tu vois. Là encore, cette notion de on peut tout se permettre, on est dans la libération, et vous êtes dans la libération. On a inventé, c'est pas pour rien, le vers libre est passé à la parole en liberté. Nous, c'est fini, c'est pas le vers, c'est pas la parole, c'est la liberté totale. C'était ça le but. Bon, maintenant, on a vu qu'on s'est fait ramasser, mais dans ces fins des années 60, le but c'est ça, donner la liberté à tous.
et à toutes. Et donc vous faisiez des actions, j'ai vu quelques photos, beaucoup dans l'espace public. Enfin, que dans l'espace public. Il n'y avait pratiquement pas l'espace public, c'était chanter ou faire des performances pendant le restaurant, pendant qu'on bouffait, ou pendant qu'on buvait, des trucs comme ça. Sinon, tout le reste se passait dans la rue, et on peignait les façades, et on dessinait les trucs, et on arrachait les affiches, et on peignait sur la route. Enfin, c'était incroyable. Et la population de ce village, Fiumalbo, a réagi comment? Fiumalbo, ils sont tornati, ils sont revenus, les chevelus, tu vois, donc ils n'étaient pas très contents. Et la presse locale aussi nous a pas beaucoup aidé ce maire. C'était les chevelus, à l'époque on avait tous les cheveux comme eux, hein. Donc les chevelus sont revenus, donc ils avaient très très peur de ça. Mais on a fêté 50 ans après, Fiumalbo, et là d'un coup tout le monde était content qu'on ait fait Fiumalbo, voilà. C'est comme tu vas au musée Carnavalet, tu as une salle entière sur les affiches 68. Alors qu'en 68, on avait complètement fracassé le musée Carnavalet. C'est comme les retours d'histoire. Donc les choses évoluent mal par rapport au monde politique, économique et social, mais sur le plan de la culture de cette ère, ça passe, ça vient, ça provient, ça survient, ça existe. Et c'était un laboratoire, Fiumalbo, vous avez pu tester des actions ou... Oui, c'était surtout une école pour qu'il y ait un paquet de festivals comme ça à travers le monde après. Après, il y a eu les intérêts à Venise, il y a eu un autre festival qui a été fait par Sarenc du côté des montagnes, là-haut. Et puis après, il y a eu nous qui avons fait Cocolin. Ça fait école, c'est-à-dire ce désir de liberté et de consacrer une ville à ces actions-là, cette poésie-là, cet art-là, ça a fait école. Il y a encore aujourd'hui, il y a Bruno qui fait ça à Périgueux, il y a Sabine Gironde qui fait ça près de Nancy. Ça continue, il y a comme ça une école, tu vois, on est en 2023, et ils sont toujours là, ces gens, hein, notamment à Périgueux et à Nancy, pour parler de notre chère France. Et, si on fait le lien avec le troisième, appelé le festival de Fort Boyard, Oui, c'est comme ça que je t'ai contacté, parce que c'est vrai que je suis tombé sur ce livre, et après, bon, j'ai creusé et que c'était un faux festival, mais je trouve ça extraordinaire, avec ce qu'on a fait Fort Boyard aujourd'hui. C'est un canular extraordinaire, ça a marché. C'est celui de Gianni Bertini à l'époque. Donc Gianni Bertini, c'est un grand artiste qui a travaillé sur le make-art, c'est-à-dire toutes les méthodes pour reproduire grâce aux machines. Aujourd'hui, avec l'informatique telle qu'elle est, il se régalerait. Et donc là-dessus, il m'a contacté. Il a contacté Henri Chopin aussi, qui était là. Et Wallman, Gilles Wallman. François Dufresne, enfin c'était surtout dans l'atelier de Gianni Bertini que tout se passait, parce qu'il était un sérigraphe hors pair, donc on avait fait des fausses affiches, des faux livres, enfin tout ce qu'il fallait, des faux programmes, et après c'était drôle parce qu'on disait à quelle heure partaient les navettes, et les gens se rendaient comme ça sur le quai pour prendre les navettes pour aller au festival de Fort Boyard, qui n'a jamais existé. Mais là c'est une autre histoire, c'est pas d'instruction, une art. Et Fiumalbo, c'est une histoire de monter un canular tellement incroyable que finalement ça marche. Après, il y a eu des tas de livres, il y a eu des tas d'affiches, il a fait des bouquins énormes, on a fait des grands livres de luxe, on a fait des affiches en sérigraphie qui valent maintenant des fortunes, c'était incroyable. Mais et puis tout c'était gai, quoi, on se retrouvait comme ça, et puis dans l'atelier de Gianni, et puis on disait, tiens, je vais téléphoner à Kitasono Katoe pour qu'ils envoient quelque chose. La prochaine séance avec Kitasono Katoe, qui est un poète japonais, qui vient spécialement du Japon pour faire ceci, pour faire cela. Et après ça, et puis on pouvait inventer ce qu'on voulait. Une grande machine à écrire géante avec une chorégraphie de danseurs qui dansaient en appuyant sur les touches, on verra bien le texte que ça fera. Des tas de trucs comme ça. Non, c'était drôle. Oui, c'était vraiment... C'est drôle parce que c'est ça, comme on ne pouvait pas passer à l'acte, qu'on n'aurait jamais eu les moyens de le faire, on pouvait tout inventer. Parce qu'à l'époque, Fort Boyard restait à l'armée, je pense, non? Je sais pas, on n'a jamais su, ça foutait. C'était beau, c'est intéressant. Oui, surtout ce lieu qui est devenu aujourd'hui un lieu de camp. Un lieu de entertainment, comme on dit aux États-Unis. Bon, et de ces trois, effectivement, actes historiques, tu en retiens quoi plus de 50 ans après? 50 ans après, ça veut dire que Fiumalbo, il est clair qu'il y a une école qui s'est créée pour que des rencontres internationales se créent. Et que ce mouvement à Fiumalbo, comme à Dias, comme à Fort Boyard, il a un critère absolu, c'est l'international.
On ne pouvait pas penser une seule seconde qu'un artiste était limité à son pays. C'est pas possible. Qu'il était limité à sa langue, c'est pas possible non plus. Donc, la première chose, c'était cette notion de réseau international, où c'est partout qui parle, à tout le monde qui parle, et des artistes en plus conséquents, qui ne sont pas dans l'histoire du marché de l'art. Le problème, ce n'est pas la carrière et la spéculation. Le problème, c'est ce que doit être le problème de tout artiste qui se respecte, changer le monde. Et l'idée de changer le monde, pour nous, c'était vraiment donner la liberté. On était dans cette période-là, qui est maintenant quasiment comparable, on peut savoir à peu près où ça en était. C'était un état flic, c'est-à-dire qu'il y avait des flics partout qui étaient emmerdés tout le temps. Il y avait une velléité raciste qui existait, et il y avait surtout ce qu'on retrouve aujourd'hui, cette société de consommation, tu vois, où les gens sont à cheval sur leurs marques, sur leurs petits trucs, qu'est-ce que tu as et tout ça. Voilà, on a régressé totalement. Mais par contre, ces trois actions ont permis que ces mouvements deviennent des cas isolés, mais que se perpétuent. Et toi, après, tu as pu continuer sur le Moi, côté éditorial. j'ai fait un festival d'abord à Cogolin, et puis après à Allo, et puis après à Tarascon, sur cette idée-là. Après, pendant très longtemps, j'ai travaillé avec Mathé Valesbled et toute une équipe pour un festival qui avait lieu à l'Odève. Et voilà, et puis je continue à être maintenant, à 80 ans, je ne suis plus organisateur, mais je vais participer à de nombreux festivals comme celui de Saratrouche, qui a lieu dans le Médoc, et d'une petite merveille, un petit bijou, etc. Il y en a partout, partout, ça n'arrête pas. Et tu disais le côté international, après ça s'est matérialisé par les revues que tu as faites, hein, Approche et Docs. Ah oui, non, Approche et Noctéon sont antérieurs, hein. Robot aussi est antérieur. Tous ces trucs, Approche et Robot notamment, s'arrêtent en 68. Ce qui reprend après le silence, parce qu'après 68, l'échec a tellement été retentissant, c'est tellement énorme, tellement terrifiant à vivre qu'on a été dans un silence total. Et c'est là où Adriano Spatola est venu d'Italie, il m'a dit arrête, il faut repartir. Et donc je suis parti en Amérique latine faire le numéro de Docs. Dans le début des années 70, il y a eu quand même 2 ans de silence total, hein. Je ne savais plus quoi faire. On n'avait plus qu'à m'oublier, on avait tout raté. Merci Julien pour cet éclairage historique. Merci à toi, comme d'habitude.